Bonjour les amis, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une présentation de jeu. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. C'est un jeu qui m'a été offert par mon frère là tout récemment. C'est le tarot Camelot. Voilà, ma mère m'avait demandé ma liste Amazon. Je pensais que c'était elle qui allait me prendre un jeu en fait, peut-être pour Noël ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est mon frère qui m'a pris un jeu pour ma fête. Et donc quand j'ai su que c'est lui qui me prenait un jeu, bah, vu ce qu'il y avait dans ma liste, je fais, bah voilà, il a vu le jeu Camelot, il adore la série, donc forcément, il va me prendre celui-là. Et bingo, je le connais bien. Donc voilà, le jeu Camelot. Tarot Camelot. Donc il était sur ma liste parce que c'est une série que j'affectionne, j'aime beaucoup l'humour dans Camelot. Et cette année, vous aurez peut-être remarqué, c'est un peu mon année pop culture au niveau des achats de tarot. Parce qu'il y a eu plusieurs achats de jeux en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Et Arthur, Camelot, la table ronde, c'est aussi pop culture, là, pour le coup. Donc, pourquoi les jeux pop culture? Parce que, voilà, ça vient faire appel à des références, des choses comme ça. Et je me suis dit que ce serait un tarot qui ramène du fun aussi dans la pratique. Parce que, tout simplement, la série est drôle, quoi. Voilà. Donc, Tarot Camelot, c'est publié chez Hachette. Alors, c'est même Hachette Heroes. Voilà, je ne connaissais pas cette sous-branche, on va dire, de Hachette. Et je ne sais pas s'ils ont fait d'autres tarots, parce que c'est assez rare de voir des coffrets Hachette au niveau des tarots. Donc, le coffret est grand. Il est de bonne qualité. Hein. On a une belle boîte avec de la surbrillance dessus, argentée. C'est aimanté, ça s'ouvre comme un livre, donc voilà, l'objet est assez sympa. L'intérieur est décoré aussi. On a le livret d'accompagnement que j'ai un petit peu feuilleté pour l'instant. Donc au début, on a des petites choses sur l'histoire du tarot, donc il y a quand même et du tarot de Marseille notamment. Donc on a quand même un travail assez sérieux qui a été fait. Voilà, et puis voilà, des petites choses sur la divination, etc. Avec des petites citations, évidemment, de la série. J'aime beaucoup la déco du livret, c'est bien en accord avec le thème du jeu. Voilà. Et puis ensuite, on va voir la carte, la description du personnage et de la carte, en faisant référence, évidemment, à la série. Et puis, une signification en droit et une à l'envers. Donc, du coup, je pense que ça donne lieu à des significations un petit peu particulières, parce que c'est vraiment inspiré de la série. Donc, c'est pas vraiment un tarot qui m'a l'air super traditionnel. Et en même temps, c'est basé plutôt sur le Marseille, donc j'ai pas une grande connaissance du Marseille, donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que la signification des cartes est différente, peut-être. Voilà. Et contrairement à beaucoup de Marseille, on va avoir contrairement au Marseille traditionnel, les mineurs sont illustrés. Donc je trouve ça sympa. Parce que dans mon autre jeu, Pop Culture Mass Market, qui est celui sur le Seigneur des Anneaux, alors c'est pas le même éditeur, hein, c'est un pipe deck et les mineurs ne sont pas illustrés. Elles sont illustrées de manière assez basique, souvent un petit peu fainéante, je trouve. Ce qui n'est pas du tout le cas dans ce jeu. Là, ils ont tout illustré avec des personnages, ce qui est assez sympathique. Donc, on va découvrir tout ça. Je savais que les cartes étaient grandes, mais elles sont vraiment immenses, en fait. Hein. Voilà. J'avais déjà vu des revues, donc je m'y attendais à ce que ce soit grand. Mais quand même, peut-être pas à ce point-là. Donc, je vous montre le dos des cartes. Donc, c'est le cas de Camelot qui est répété comme un motif géométrique un petit peu dans tous les sens. Donc, ça vient le fondre de manière assez subtile. C'est beaucoup mieux d'avoir fait ça que d'avoir écrit en gros Camelot sur le dos, je trouve. Parce que pour le coup, ça fait assez tarotage au niveau du style de dos. Donc, ça marche plutôt bien. Les couleurs aussi du dos fonctionnent bien, je trouve. Donc voilà, c'est assez malin, je trouve, ce qui a été fait dans ce jeu. La dorure, il y a une dorure. Je ne sais pas comment elle tiendra, je ne suis pas convaincue qu'elle tiendra très 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 bien. Et on va découvrir les cartes. Donc pour le battleur, nous avons Merlin, l'enchanteur bien sûr.
officielle de Camelot. Voilà, et ça c'est la première où j'ai été lire en fait la description de carte pour voir un petit peu comment c'était fait. Donc je vous propose qu'on la lise ensemble pour donner un aperçu. Donc la carte du battleur représente Merlin, enchanteur de Bretagne, exécutant en public un sort de flamèche dans la main. Donc ça effectivement ça fait référence à un épisode. Devant lui sont éparpillés divers objets indispensables à son art, dont un gland, fruit de l'arbre des druides, attestant que lui-même en est un. Voilà, il y a toujours le petit truc qui vient apporter un peu d'humour quand on lit le truc. Le battleur porte sa tenue officielle d'enchanteur de Bretagne. Sa barbe blanche est nouée en signe d'avertissement au roi. Ses pieds sont fermement ancrés au sol puisqu'il tire ses pouvoirs magiques des forces telluriques. Alors, pour le sens en droit, le battleur symbolise la forte implication du consultant dans son travail, malgré une absence de résultat. Il a du potentiel, de l'enthousiasme et de l'énergie, mais pas les bons outils. Toutefois, la carte invite à se montrer persévérant, car les actions entreprises porteront leurs fruits à long terme. Donc, voilà, moi ce qui me change par rapport à mon interprétation classique, on va dire de la première arcane, c'est que d'habitude, moi je considère qu'il a tous les outils à portée de main, tous les outils nécessaires. Là, c'est une petite nuance. Alors, je sais pas du coup si c'est une nuance liée au système Marseille, parce que j'utilise pas le Marseille d'habitude, j'utilise le Rider. Donc voilà, si vous y connaissez en Marseille, n'hésitez pas à m'éclairer sur cet aspect-là. Pour le côté ombre, renversée, la lame du battleur exprime la malhonnêteté, la tromperie, la volonté de manipuler autrui pour parvenir à ses fins. Elle peut également signifier que, pour une raison inexpliquée, ce que vous entreprenez n'aboutira pas. Donc pour le sens envers, je suis plus d'accord avec ce qui est proposé. Ça me semble plus classique que l'interprétation en droit, qui me semble être teintée finalement de la personnalité de Merlin. On continue, donc nous avons la Dame du Lac pour la papesse ou la grande prêtresse, qui est ici appelée la responsable. Donc il y a quelques petits changements de noms qui font évidemment référence à la série. La perceptrice, donc ça c'est un personnage dont je me souviens pas trop, il faudrait que je regarde. Ça doit être dans l'une des saisons que j'ai pas trop regardé. Je crois qu'il y a 2 saisons que j'ai moins regardé. C'est une justement où ça nous parle de son enfance à Rome, etc. Et puis il y a la dernière saison, quand c'est un peu sa déchéance, que je connais moins bien. Impérator, donc avec César, donc pour l'empereur. Ensuite, on a le Père Blaise pour la carte du pape, avec un point d'exclamation carrément. Nuptiae, donc pour les amoureux. Donc on reconnaît Arthur au centre. Le chariot avec le roi Lot, le roi d'Orcanie, donc qui est une sorte de traître. Et ici, on a du latin. Alors je sais que dans la série, c'est un personnage qui adore sortir des phrases en latin, juste parce que ça en jette, quoi, ça fait bien. Même si ça ne veut rien dire et qui raconte n'importe quoi. Et donc, assez rigolo, quoi, parce que pour ceux qui aiment la série, y a plein de petites références glissées un petit peu partout. La justice, avec le jurisconsulte de l'ogre. Ensuite, pour l'ermite, l'ermite ici s'appelle Amitan. C'est Lancelot qui est chevalier errant, mais errant à mi-temps parce que le reste, il est chevalier de la table ronde. Voilà, donc c'est assez drôle de le retrouver ici, mais en même temps, c'est un personnage que je voyais bien dans cette carte. Pour la roue de fortune, eh bien, on a la table ronde qui s'intitule ici Fortuna. La force avec le personnage de Cadoc. Pour le coup, là, c'est la force brute. Hein. Le pendu, donc là aussi, alors c'est pas Arthur, donc il faudrait que je regarde quel personnage c'est. Voilà, il y en a certains, j'ai besoin des fois de regarder un petit peu le livret parce que
Évidemment, même si j'ai vu la série et puis que j'ai revu plusieurs fois certains épisodes, je connais pas tout par cœur non plus. Donc là, c'est le personnage qui s'appelle Lankou. Voilà, pour la carte de la mort. Nous avons Bohort pour la tempérance. Ça lui va plutôt bien, je trouve. C'est le plus tempéré des soldats. En tout cas, c'est le plus pacifiste, on va dire. Le plus tranquille aussi. La réponse. Donc la réponse, ça va être ici la carte du diable. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en diable? Tac, tac, tac. C'est Méléagant. Voilà, oui, Méléagant, il fait partie de ceux qui complotent contre Arthur. La Maison Dieu. L'étoile. Donc ici, nous avons Dame m'évanouit. La Lune. Le soleillement. Rien que le titre de la carte, ça me donne envie de sourire. Soleillement. Voilà. Avec les deux fermiers là qui sont toujours en train de se disputer. Le jugement. Et justement, là, c'est quand Arthur se laisse mourir. Les mondes, carrément. Ici, c'est les mondes. Et on a Perceval au centre. Et pour le mât, eh ben, on a un personnage un petit peu absurde. C'est le roi Burgonde avec sa cuillère. Cuillère, pour ceux qui ont la ref. On continue avec l'as de bâton. Donc ici, c'est une espèce de fenouil. Et ça a été indiqué, enfin appelé sporadique. Donc, je suis à peu près persuadée que ça doit être lié à Perceval. Parce qu'il utilise toujours des mots comme ça qui n'ont pas de... Enfin, pas dans le bon contexte, quoi, pas avec la bonne signification. Donc ça doit être à peu près sûr que c'est ça. Ouais, une sorte de pléonasme. Ok. Voilà. Donc c'est pas précisé que c'est à cause de Perceval, mais j'en suis à peu près sûre. Ensuite, on a l'inquisiteur pour le 2 de bâton. Le 3, alors ici, je ne sais plus qui sont les personnages. C'est Bohort l'Ancien, donc c'est la famille de Bohort. Ok. Bon, j'ai pas mémoire de ce personnage. 4 de bâton. Le 5. Donc ici, le 5, ça doit être Gauvin, je pense. Mais non, c'est le futur. C'est Bohort quand il est jeune. Ah, j'aurais pas reconnu. D'accord. Ensuite, nous avons Perceval pour le 6 de bâton. Personnage qui me fait toujours beaucoup rire dans la série. De nouveau le roi Lot pour le 8 de bâton. Pardon, c'était le 7 de bâton. Ici, donc le 8. Le 9 de bâton. Donc avec le camp rebelle de Lancelot et Guenièvre. Le 10 de bâton. Le page de bâton, qui est ici renommé le plancton. Donc il s'agit de Hervé de Rinel, donc un des chevaliers de la table ronde. Voilà. Ensuite, chevalier de bâton. Hop là, ici, nous avons Dagonet. Là, nous avons la mère d'Arthur pour la reine de bâton. Voilà, Hygerne
de Tintagel et sa sœur. Le roi de bâton, alors c'est Elias de Kelewich, donc c'est l'un des enchanteurs, qui pour le coup a beaucoup plus de pouvoir que Merlin dans, dans la série. Ensuite, le récipient pour l'as de coupe, avec le Graal. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 5. Avec notamment les beaux-parents d'Arthur, Dame Célie et Léodagan. Le 6. Donc là, c'est 6 de coupe. Le 7 de coupe avec voilà, les maîtresses d'Arthur. Et bon, la femme de chambre ici qui est là. Le 8 de coupe, donc ça doit être Perceval à nouveau, je pense. Tac. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons le tavernier pour le 9 de coupe. Fait penser à sa réplique, il est pas beau mon Graal. Voilà. Ensuite, le 10 de coupe. Alors, les petits pédestres. Donc les petits pédestres, c'est Yvain et Gauvin qui se surnomment comme ça. Et donc, dont un au lion, parce que là c'est Yvain. Yvain le chevalier au lion. Voilà. Cavalier de coupe, nous retrouvons Perceval à nouveau. La reine de coupe, eh bien c'est Guenièvre. Et le roi de coupe, c'est Arthur, hein, puisque c'est lui qui est chargé de trouver le Graal, bien sûr. Continue avec les deniers. Donc voilà, je trouve que d'un côté, évidemment, c'est savoureux de retrouver l'univers de la série avec les personnages. Mais en même temps, il y a vraiment un travail graphique qui a été fait sur ce jeu pour se rapprocher d'un Marseille. Et en même temps d'un Marseille influencé par cette culture bretonne, hein, ici par exemple avec cette pièce. Donc voilà, je trouve ça sympa, quoi. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc voilà, ça ressemble pas du tout aux scènes du Rider au niveau des mineurs. Le 9, le 10, le valet de denier avec Vénec, le vendeur d'esclaves, le cavalier de denier qui a été donc renommé le Fouille-Merde. C'est quel personnage ça déjà? C'est lequel? C'est Galcin, duc d'Orcanie. Ok. Ensuite, on a Dame Célie pour la reine de denier. Je trouve que son personnage, il est savoureux dans la série. Léodagan pour le roi de denier. Ensuite, on va avoir Excalibur pour l'as des épées. Ce qui est bien trouvé. Attila pour le 2 d'épée. Le 3, alors le 3, je sais plus.
J'ai plus toutes les références, hein. Faudrait que je revoie les épisodes. Ouais, ça c'est toute la série, toute la saison qui a lieu à Rome, donc je suis pas... J'ai pas trop regardé cette saison-là, enfin, je l'ai vue une fois sans doute, mais peut-être pas tous les épisodes, et je l'ai pas cherché à revoir ces épisodes-là. Ah, le maître d'armes aussi, qu'on retrouve ici. Voilà, le 5. Donc effectivement, là, il y a des choses qui me parlent un petit peu moins au niveau des scènes. Parce que clairement, c'est une saison que j'ai moins appréciée, celle-ci. Donc le 7. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10. Alors, on est de nouveau avec les petits pédestres, mais cette fois-ci avec Yvain en valet d'épée. Caradoc en cavalier d'épée. Et je l'aurais bien vu dans les pentacles aussi pour garder la bouffe avec le garde-manger. Reine d'épée. C'est assez drôle, la reine d'épée. C'est mince, c'est comment il s'appelle, celui de Calédonie, je retrouve plus son nom. Alors, hop là, excusez-moi. Calogrenant, voilà, roi fédéré de Calédonie, c'est ça, qui est un peu outragé de devoir porter un kilt et une jupe ou un kilt du coup, et que ça devienne la tenue officielle de la Calédonie, donc de l'Écosse. Et Perceval en roi des épées. Alors j'étais un petit peu surprise de ce choix à première vue, parce que c'est vrai que roi des épées, moi j'aurais bien imaginé par exemple le maître d'armes. Mais en fait ça se tient parce que à part Arthur, le seul qui fait briller la lame d'Excalibur, c'est Perceval. Et elle brille même plus fort avec Perceval qu'avec Arthur. Donc finalement, oui, quand on a le truc en tête, ça fait sens. Mais c'est vrai qu'à première vue, c'est pas lui que j'avais imaginé dans cette position. Donc on va voir un petit peu comment le jeu se mélange. Et puis on va faire le tirage d'interview. Donc c'est un jeu que voilà, je vais être obligée de mélanger en long comme ça. Parce que tout simplement, je peux pas tenir les cartes dans l'autre sens. Donc ça se mélange, hein, c'est juste une question d'habitude. J'ai 2-3 jeux comme ça qui ont des cartes assez grandes en long. Ça se fait. Après, c'est peut-être un petit peu moins bien mélangé que quand je fais dans l'autre sens. Donc je vais refaire 2 petits tas pour voilà, mélanger un petit peu davantage encore. Hop. Au moins pour le premier mélange. Après, au fur et à mesure, le jeu se mélangera davantage. Hop. Voilà, et on va remélanger avec le reste. Donc voilà, ça demande un mélange un petit peu particulier au niveau de la technique. Voilà, on est obligé un petit peu de faire comme ça. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas forcément très facile à brasser. Par contre, les cartes glissent bien, s'étalent bien. Hein, là-dessus, ça, c'est par contre, c'est agréable. Alors, bon, on va pas faire la disposition habituelle parce que vu la taille des cartes, elles prennent trop de place. Donc, quelle carte représente l'énergie de ce jeu? Et nous avons le 6 de bâton. Donc, un jeu réussi. Pour moi, c'est la réussite, le 6 de bâton. Mais on va aller voir tout de suite. Dans le livret, ça nous permet de découvrir un petit peu les interprétations qui sont proposées dedans, pour ceux qui sont intéressés. Donc Perceval de Galles en armure est juché sur 2 tabourets. Il porte un chaudron enchanté dans sa main droite.
tout en exhibant fièrement un parchemin magique de sa main gauche. Le 6 de bâton est une carte paradoxale. Si elle peut être symbole de bonne volonté, de réussite, de triomphe, voire de gloire, rappelant en cela la carte Les Mondes, elle peut également renvoyer le consultant à sa propre utilité, l'homme face à l'absurde. Ok. Bon, on va rester sur l'idée de réussite, hein, de victoire. Donc ouais, c'est un jeu réussi, en tout cas dans sa proposition de faire quelque chose de drôle, parce que c'est ce que j'attendais de ce jeu, et qui me fasse sourire en regardant les cartes. Donc là-dessus, ok. Maintenant, comment ce jeu me perçoit-il? Hop, nous avons Caradoc. Me percevrait-il comme un ventre sur pattes qui a peur de manquer de nourriture? C'est possible. C'est possible. Donc il est en cavalier d'épée, Caradoc. Alors, comment c'est rangé là-dedans? Donc le seigneur Caradoc de Vannes, chevalier de la table ronde, utilise son épée pour se couper une tranche de saucisson, probablement en noisette. Oui, ça peut être un petit peu moi. Hein. J'ai un petit faible pour le saucisson. Le cavalier d'épée, en dépit du fait que l'on pourrait le limiter à ses usages expérimentaux et avant-gardistes des armes blanches, possède des connaissances poussées en agriculture et en cuisine. Il est également un meneur efficace. Donc, voilà, oui, c'est... Ok. Donc, ça me donne l'impression que ce jeu me troll un petit peu, hein, sur le saucisson, parce que... je me fais souvent réprimander pour aller me couper une tranche de saucisson en douce. Donc c'est assez drôle. Réprimander, j'exagère un peu. Mais... ouais, en tout cas, les connaissances, oui, c'est quelque chose qui me définit quand même. Donc ça me va. Allez, qu'est-ce que ce jeu a à m'apporter ? Alors ici, on a le 10 et le 10 de denier. Donc, j'ai envie de dire que ça vient apporter de la richesse dans ma collection. Puisque que c'est quelque chose d'assez original quand même comme jeu. Donc, le 10 de denier. Les fées sont rassemblées sur Alpha du Centaure pour une réunion extraordinaire concernant la Dame du Lac et son petit protégé. Autour de la responsable, quelques grandes figures dont la mère fée, enfin la fée mère, la dame de la sauvegarde ou la dame des pierres. Le 10 de denier symbolise avant tout l'obtention de résultats. Il véhicule dynamisme, initiative, succès et confort matériel. Le travail du consultant a payé et tous le célèbrent. Donc, ça vient quand même... rejoindre un peu cette idée de réussite, hein, quand même dans ce jeu. Donc c'est aussi un jeu qui peut m'apporter de la réussite dans mes recherches ou qui peut m'aider peut-être à concrétiser des projets. Et puis au-delà de ça, il y a le côté satisfaction, réussite matérielle avec voilà, l'idée d'avoir sans doute ce jeu un petit peu original dans la collection. On continue avec ce sur quoi il aime travailler. Eh bien, on retrouve Merlin, donc je vais pas vous relire sa description, mais il aime travailler sur le potentiel des personnes. Voilà. Et puis, un conseil de... non, avant de faire un conseil... Bon, allez, on va dire le conseil. On était parti pour le conseil. C'est le mât, avec le personnage du roi Burgonde. Alors, on va aller lire son message. Hop, pardon, oui, j'ai pas l'habitude. Je cherche à la place du fou, mais c'est le mât, donc il est à la fin des arcanes majeures. La carte du mât nous montre le roi Burgonde, hilar, qui chante quelques comptines en progressant sur le champ de bataille. Il est perçu comme un marginal.
S'exprimant dans un dialecte inintelligible, il porte des vêtements et une coiffe excentrique, ainsi qu'une cuillère disproportionnée sur l'épaule. Le mât est en mouvement, il pousse le consultant à bousculer ses habitudes, à changer de point de vue, faire fi des regards et des préjugés et du mépris des autres pour se concentrer sur sa propre évolution. Il faut toutefois être patient, comme le rappellent les gastéropodes qui couvrent le chef du souverain. Ah oui. Il y a sur sa coiffe, ok. Le consultant est donc invité à laisser certaines choses derrière lui et à avancer lentement vers l'inconnu. Le mât est persévérant et il atteindra le but qu'il s'est fixé, même si ça doit lui prendre plusieurs années. Au moins, ce sera dans la bonne humeur. Donc voilà, ici, le conseil, c'est d'avancer sur son propre chemin et de faire fi de la vie et du regard des autres, comme le roi Burgonde qui vit dans son propre monde, qui est le seul à se comprendre. Voilà, ok. Ça peut faire sens. On termine avec la relation que j'en tiendrai avec ce jeu. Hop là. Et donc ici, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, moi, ça m'évoque le stress, les insomnies, etc. Les périodes d'inquiétude, d'anxiété. Alors, le maître d'armes et Gredu, garde du corps d'Arthur, sont en charge de la sécurité de la porte principale de Camelot lors de l'Assemblée des rois. Fortement tendus, ils ne voient pas la demi-douzaine d'assassins encapuchonnés qui parviennent à s'immiscer dans l'enceinte du château. Le 9 d'épée représente le stress et l'anxiété, l'angoisse du consultant est telle qu'elle aveugle et fausse son jugement, générant d'autant plus de peur. Il est impératif de sortir de ce cercle vicieux pour enfin y voir clair. Donc, je pense que c'est un jeu que j'utiliserai particulièrement dans des périodes où je me sens stressée, justement pour avoir quelque chose de plus léger qui m'aide à faire retomber peut-être la pression. Et pourquoi pas, après tout. Voilà, j'espère que la découverte de ce jeu vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez ce jeu. C'est pas un jeu qu'on a vu passer non plus super souvent en présentation. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui existent, puisque j'en avais regardé. Mais voilà, c'est pas un jeu qui a été non plus largement publicité. Donc voilà, je suis contente en tout cas de l'avoir, de le découvrir. Et je pense que voilà, ça va m'offrir des lectures assez rigolotes. Je pense pour le coup que c'est plutôt intéressant de se référer au livret pour bien avoir les références, puisque voilà, c'est pop culture. Et le choix des illustrations fait souvent référence à des épisodes bien précis de la série. D'ailleurs, c'est dommage que le numéro de l'épisode n'ait pas été référencé pour les différentes cartes, quand ça fait référence à des choses très précises. Mais en tout cas, je pense que ça apporte un plus pour bien comprendre les cartes, notamment les mineurs qui sont pas forcément toujours représentés de la même manière que dans le Rider-Waite. Donc même si souvent le sens, la signification des cartes vient se rejoindre, au niveau de la manière dont c'est représenté, c'est assez différent. Et donc voilà, ça peut être bien de se référer au livret pour apprivoiser le jeu, en tout cas dans un premier temps. Et sachant que c'est pas un jeu que je vais utiliser de manière régulière, ce sera un truc que je vais sortir voilà, pour avoir une lecture rigolote de temps en temps. Je pense pas que c'est un jeu que je vais m'approprier comme ça au premier coup d'œil du premier coup, quoi. Donc au niveau des petites références et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un jeu pour lequel, pour le coup, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le livret à côté pour expliciter ce qui a été choisi de montrer dans les cartes. Voilà. Au niveau du prix de ce jeu, je ne sais plus à combien il est. Je dirais autour de 25-30 euros à peu près entre les deux. Voilà, celui-ci vous pouvez le trouver en ligne, évidemment sur Amazon, mais je l'ai déjà vu aussi chez Cultura et des choses comme ça. Donc c'est un jeu qui normalement est pas très difficile à trouver. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je pense que c'est le dernier jeu que j'ai à vous présenter pour cette année. Donc je vous ferai prochainement la rétrospective de mes achats
de 2024 et la vidéo des Tarot et Oracle Awards 2024. Bisous à tous, bye!